Alors comment un simple document, une partition de musique, peut se transformer en une expérience vivante, qui respire? Comment le son, qui est par nature si éphémère, il naît et il meurt en une fraction de seconde, comment peut-il être capturé sur du papier pour ensuite reprendre vie? C'est un peu le voyage qu'on va faire ensemble. Et pour commencer, voilà l'image qui va nous servir de guide. La partition, c'est une cage. Et à l'intérieur, les notes sont comme des oiseaux, silencieux, figés, qui attendent juste une chose, qu'on leur donne la liberté de s'envoler. C'est vraiment cette métaphore qui va être le fil rouge de notre exploration. Donc la question est posée. Comment, concrètement, on passe de l'encre inerte sur du papier à une vibration, quelque chose qui remplit l'espace, qui nous touche? Comment on passe de la page à l'expérience vécue, de la structure figée au mouvement pur? Et la cage qu'on va ouvrir aujourd'hui, elle a un nom. C'est une partition de 3 pages intitulée « Être, ciel et terre ». Elle a été composée par Georges Castro et elle est datée du 18 septembre 2006. Pensez-y, depuis ce jour, cette musique est là, en quelque sorte, en sommeil, attendant simplement qu'un souffle vienne la réveiller. Ce qui est fascinant, c'est que la partition elle-même, juste en la regardant, raconte déjà une histoire. On n'a même pas besoin d'entendre une note. Regardez bien ce contraste. En haut, on a le saxophone soprano. Il flotte, il est entouré d'espace, de blanc. Ses notes sont longues, aériennes. C'est le ciel, aucun doute là-dessus. Et puis en bas, le piano. Là, c'est tout l'inverse. C'est un bloc dense, presque une muraille d'encre noire. C'est la terre, complexe, solide, bien ancrée. Et cette analogie, ciel et terre, elle va encore plus loin. Elle est inscrite dans la physique même des instruments. Prenez le piano. C'est une machine terrestre. Le son naît d'un impact, un marteau qui frappe une corde. C'est la gravité qui agit. C'est physique, percussif. Le saxophone, lui, rien à voir. Il n'y a pas de marteau. Le son n'existe que grâce à une colonne d'air continue. C'est le souffle humain, l'élément du ciel par excellence, qui est son moteur. Bon, on a parlé de la physique des instruments, mais il y a autre chose. Le cœur mathématique de l'œuvre, son pouls si on veut, son tempo. Sur la partition, il est indiqué 70 battements par minute. Alors, ce n'est pas très rapide, hein. En fait, c'est même très proche du rythme du cœur humain quand il est au repos. Ça nous place tout de suite dans une atmosphère assez calme, presque méditative. Et c'est là qu'on découvre tout le génie rythmique de cette pièce. Parce que oui, le pouls général est lent, 70 battements par minute, sauf que le piano, lui, n'est pas calme du tout. Pas du tout. À l'intérieur de ce temps lent, il joue des divisions rythmiques minuscules, ultra rapides. C'est un peu comme un fleuve qui a l'air de couler tranquillement en surface, mais si on regarde en dessous, c'est plein de courants, de tourbillons. C'est exactement ça la terre de cette pièce. Statique en apparence, mais en réalité elle grouille de vie cachée. Maintenant, on va faire un pas de côté. On va quitter pour un instant l'analyse un peu technique, l'ingénierie sonore, pour plonger dans quelque chose de plus surréaliste. Pour vraiment transformer tout ça en une expérience magique, il nous manque une clé. Et cette clé, c'est un texte poétique. Et voilà l'idée qui change tout. Avec cette nouvelle perspective, on ne lit plus des instructions musicales, non. On assiste à une véritable métamorphose. Les points d'encre noire, les notes, ce ne sont plus des symboles, ce sont des êtres vivants. Et cette transformation, elle s'applique absolument à tout. Vous vous souvenez des 5 lignes noires de la portée? Les barreaux de notre cage, elles deviennent les branches des arbres sur lesquels les oiseaux se posent. Et ces petites lignes courbes au-dessus des notes, ce qu'on appelle les liaisons de legato, ce ne sont plus des indications techniques, non, elles deviennent la trace visible du vol, le sillage laissé dans l'air par le battement des ailes. La partition n'est plus une cage, elle devient un écosystème vivant. Mais là, il y a un petit détail qui vient semer le trouble, une contradiction assez fascinante. Le texte poétique est très précis, il dit que ce phénomène magique se produit spécialement avec la flûte traversière. Or, la partition qu'on a sous les yeux, elle est écrite pour un saxophone soprano. Alors, question, est-ce que le saxophone est un imposteur dans cette histoire? Eh bien, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. On touche ici à la différence entre l'identité d'un instrument et sa fonction. C'est vrai, historiquement, la flûte, c'est l'instrument qui imite les oiseaux dans la musique. On pense à Vivaldi, à Messiaen, son son est pur, agile. Mais le saxophone soprano, même s'il est différent, il vient jouer exactement le même rôle ici. Il est dans le même registre aigu, céleste. Et surtout, sa grande force, c'est sa capacité à faire un legato parfait, un son continu, sans interruption, ce qui imite à merveille un vol d'oiseau. En fait, le saxophone enfile le costume de la flûte, il remplit la même fonction poétique. Et après ce dialogue, parfois un peu tendu entre les deux, la pièce trouve enfin sa résolution. Et c'est vraiment la conclusion de l'histoire. Tout s'apaise, tout se simplifie. La toute dernière note du saxophone, un fa dièse très aigu, reste là, à planer, en suspension. Et juste en dessous, le piano l'accompagne avec un accord final, tout doux, serein, la terre.
L'union du ciel et de la terre est enfin réalisée.